Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est un nouveau dimanche sur Pyramide FM, dimanche politique avec un acteur politique, un nouvel acteur, puisque c'est seulement le week-end passé qu'il a lancé son parti politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. La justice française ranime les dépouilles de la présidentielle de 2010 au Togo. En scène, la juge Prévost-Després, le milliardaire Vincent Bolloré et le président Faure Gnassingbé. Thème de la scène, un fait de corruption autour de la présidentielle de cette année-là. 10 ans après le scrutin, des tâches qui résistent au temps. Un peu comme cette semaine quand les Togolais se sont rappelés l'élection présidentielle, puis les résultats du scrutin du 22 février 2020. Que le temps passe si vite, ainsi s'exclamait un acteur politique. En effet, comme si c'était hier, la dernière élection présidentielle est entrée dans l'histoire comme un fait historique. L'histoire retiendra qu'elle aura été officiellement remportée par Faure Gnassingbé. Une victoire contestée, une contestation d'un genre nouveau, puisqu'elle ne draine plus dans les rues les populations en face des forces de l'ordre. Certains diront que l'état d'urgence et la Covid-19 sont passés par là. Depuis bientôt un an, l'état d'urgence et la Covid-19 sont l'autre fait important au Togo. La semaine prochaine, les députés vont retrouver les bancs de l'hémicycle. Ceux qui ont voté en faveur de cette période d'exception vont-ils mettre fin à l'autorisation accordée au gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi? Voté en avril 2020, puis prorogé en septembre, l'état d'urgence a permis de contenir le virus, mais il aura aussi laissé un goût amer à de nombreuses familles du Togo. Plus globalement, l'Organisation mondiale de la santé retient au Togo 6 851 cas, 5 599 guérisons et 83 décès. C'est le bilan. Il fait aussi état de la saturation en vue du centre hospitalier régional de Lomé. La question, en réalité, est le nouveau rapport que les Togolais ont institué avec le virus. Ce dimanche, plusieurs poches de réjouissance vont encore prendre de haut les conseils contenus dans les mesures barrières. La distanciation physique ou encore les portes de bavette seront mis à rude épreuve par des compagnons des buvettes et des bars. À la plage de Lomé, les occupants abordent-ils réellement le dernier tournant vers les quartiers avoisinants ou plus éloignés? La plage va-t-elle finir par être libérée comme le souhaitent les autorités? Issus du secteur informel, les travailleurs de la plage, tout comme des milliers d'artisans, de commerçants et divers autres salariés du privé au Togo vont pouvoir bénéficier d'une protection sociale ou d'une assurance vieillesse. Environ 3,34 millions de travailleurs du secteur informel, dont 52,7% de femmes, bénéficieront de cette extension de la sécurité sociale. Ce qui semble être une bonne nouvelle doit-elle être rangée totalement dans les rayons des bonnes nouvelles au Togo? Au chapitre des nouvelles, il y a aussi ce nouveau sigle qui s'ajoute à la liste des partis politiques, l'UPDC ou l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement. Les promoteurs du nouveau parti l'ont lancé il y a juste une semaine à Lomé. Que contient l'Union? Le panafricanisme, la démocratie et le changement du dernier né des formations politiques au Togo. C'est le président national de ce nouveau parti, Dr Apla Komlan, enseignant à l'université de Lomé, qui est notre invité. Le D12, c'est avec vous au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Marik Fritas. Docteur Apla Komlan, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, très bien. C'est la première fois que vous arrivez ici à Pyramide FM. J'avoue que moi-même, je ne vous connaissais pas. Oui, bon, évidemment. J'ai l'habitude de venir, mais ce n'est pas dans ce cadre. Pas dans ce cadre. Je connais bien Pyramide FM. Je rappelle que vous êtes également enseignant donc à l'université de Lomé au département des lettres modernes. Beaucoup de personnes saluent les transformations opérées sur le campus en matière d'infrastructure. Quel est en réalité l'impact de cette transformation sur le travail que vous opérez là-bas sur le campus? Pierrot Machiobé, d'abord je dois vous remercier pour le décor richement planté. Mais avant de rentrer dans la verve de mon exposé, je voudrais d'abord témoigner mon infinie gratitude à la sommité de la radio, de votre radio, et puis tout le personnel, le peuple togolais, et puis les auditeurs, le peuple africain, pour cette émission. Concernant la question que vous m'avez posée tout à l'heure, la transformation à l'université de Lomé, il s'agit d'une transformation spectaculaire. L'université a fait peau neuve, il ne s'agit plus d'université d'antan quand vous y rentrez actuellement.
vous allez même constater de visite tout ce qui se fait là-bas. Donc tout ça là, c'est en faveur des jeunes et puis de notre université, l'université de Lomé. Oui, la question c'est de savoir si, en tant qu'enseignant, est-ce que cette transformation a des incidences sur le travail, positivement parlant, bien sûr. Oui, cette transformation a des incidences sur le travail que nous faisons là-bas. Mais je ne suis pas aussi autorisé parce qu'il y a une voix plus compétente que la mienne pour pouvoir répondre adéquatement à ces questions. Mais je vais répondre en ayant la casquette d'enseignant. Donc, tout ce qui se passe en faveur des étudiants, je crois que c'est bien, c'est positif. Ça agit sur le travail que nous abattons à l'Université de Lomé. Je rappelle que l'Université de Lomé a connu cette transformation sous la direction du président Kokoroko. Lui-même, il est devenu entre-temps ministre. Et puis aussi, il y a d'autres également qui sont ministres du côté de l'Université de Lomé. On a constaté ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'engagement sur le plan politique venant de cette université-là. Vous aussi, vous vous engagez sur ce même plan. Comment est-ce qu'on peut expliquer que de plus en plus d'enseignants vous faites de la politique? Mais vous savez, c'est la passion, hein, c'est la passion, et puis cet élan, cette ambition de gérer les affaires publiques, les affaires de l'État. On ne peut pas être universitaire et rester sur le carcan universitaire et ne pas faire la politique. Vous allez constater que le professeur Kokoroko est nommé ministre. Effectivement, c'est compte tenu de tout ce qu'il fait à l'université, en faveur de l'université positivement. C'est pourquoi le chef de l'État a souhaité qu'il soit à la tête de ce département ministériel. Donc, ce sont les ambitions, c'est une question de passion, ambition, puis la gestion des affaires de l'État, les affaires publiques. Vous-même, vous êtes passionné par les questions publiques? Oui, parce que tout ce qui concerne l'humain, le développement de l'humain nous intéresse beaucoup. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons en amont créé des structures de développement, des structures pouvant permettre à l'humain d'évoluer. Je suis responsable de l'ONG, Association des serviteurs de l'humanité Togo, et j'ai beaucoup travaillé aussi en faveur du développement communautaire. J'ai porté la casquette du comité de développement, secrétaire général du comité de développement d'Aguenivé pendant longtemps. Donc, ce qui veut dire que j'ai une passion, j'ai vraiment un amour, je suis vraiment entiché, féru du développement de notre pays, du développement communautaire. Quand on parle de l'humain, c'est vrai que beaucoup parlent de l'humain, mais une fois qu'ils sont engagés politiquement, ils mettent de côté cet aspect-là. Pour vous, quelle est votre meilleure définition de l'humain en étant acteur politique, en étant acteur public? Oui, vous savez, on ne peut pas parler de la politique, on ne peut pas parler du développement sans mettre au centre de ses préoccupations l'humain. Tout ce que nous devons faire, c'est en faveur du développement de l'homme. Donc, l'homme doit être au cœur de nos préoccupations. En tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur de développement, l'homme doit être au centre de nos préoccupations, au cœur de nos préoccupations. C'est ce que moi je peux dire par rapport à votre question. Vous êtes à Aguenivé? Je suis 100% d'Aguenivé. Je suis précisément à Aguenivé, à Didoulopo. Voilà. C'est où? Aguenivé, c'est un quartier d'Aguenivé, c'est juste le quartier qui fait face au CMS d'Aguenivé. Un petit quartier qui regorge beaucoup d'intellectuels. Merci beaucoup. C'est vrai que sur le plan public en Afrique, les universitaires ils sont souvent critiqués parce qu'ils n'interviennent pas forcément et très souvent dans le débat public, on le leur reproche. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un vent nouveau qui souffle notamment pour ce qui concerne le Togo? Oui, vous savez, il y a ce débat-là parce que les gens ont peur. La dernière fois, au cours d'un débat avec les collègues à l'université, mais je leur avais dit que tout le temps, il ne faut pas s'incruster dans cette histoire de thèse, de la direction de thèse, de mémoire. Il faut sortir de ce carcan-là et aller sur le terrain. On ne peut pas laisser la chance à ces potentats-là de continuer toujours par diriger les affaires de public. Donc la politique, d'abord, c'est une affaire hautement intellectuelle. Si les intellectuels refusent de faire la politique, d'autres feront la politique à leur place, vont voter des lois et ils vont subir. Donc, je crois qu'il y a vraiment
un élan, levé de conscience. Les politiciens veulent maintenant s'impliquer dans le débat politique pour pouvoir, les universitaires veulent s'impliquer dans le débat politique pour impacter ce débat et avoir une position pour pouvoir développer ce pays. Vous utilisez un mot là qui m'a fait sauter sur mon fauteuil là. Vous avez parlé de potentat. Oui, les potentats incultes, évidemment. Ceux qui n'ont pas cette capacité, cette compétence-là, cette carrure de diriger les pays, vous allez constater qu'en Afrique, ce sont ces gens-là, par coup de baguette, ils se retrouvent dans les mairies, ils se retrouvent dans les ministères, et ceux qui ont la capacité de gérer les affaires de l'État, ils sont carrément ailleurs. C'est pourquoi je parle de potentats incultes. Mais ça, par exemple, la faute, c'est pas aussi à ceux-là que vous désignez comme étant des potentats. C'est peut-être dû à la démission de ceux que vous appelez des intellectuels. Non, c'est pas la démission, c'est question d'abord de volonté et d'abnégation. De volonté d'abnégation. Et cet amour de faire la politique. Et souvent, les gens ont peur de faire la politique parce que, avec tout le cortège de conséquences néfastes que cela, la politique engendre, entraîne, les gens ont peur et c'est pourquoi ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Mais cette fois-ci, il y a quand même cette volonté, cet engagement-là de faire la politique pour pouvoir développer ce pays. On sait quand même aussi qu'un certain nombre de pays africains sont dirigés par des intellectuels, mais ces pays-là aussi ne s'en sortent pas. C'est bien que ça. Oui. Tout ça là, c'est la corruption. C'est la corruption. Et nous avons vu que dans certains pays, à la tête de certains pays africains, il y a des grands professeurs des universités. Les grands professeurs des universités, une fois accédés au pouvoir, qui s'y accrochent et ne veulent pas quitter. Et tout ça, c'est la corruption. Je ne sais pas. Je suis en train de faire une étude. Pourquoi les gens, une fois accédés au pouvoir, ne veulent pas quitter le pouvoir? C'est l'argent, c'est la corruption, mais c'est la question là que tout le monde. Ce sont ces questions-là qui me viennent souvent à l'esprit. Les questions qui me viennent à l'esprit. Donc forcément, les politiciens, les universitaires doivent faire la politique. Les universitaires doivent essayer, une fois accédés au pouvoir, doivent donner des exemples. Des exemples. Surtout, exemples de démocratie. Et quand vous faites 2 mandats, il ne faut pas chercher à toiletter la Constitution. Vous passez derrière le rideau et puis c'est fini. Un professeur d'université est suffisamment outillé pour pouvoir comprendre les tests fondamentaux, les tests constitutionnels. Et quand vous voulez rester au pouvoir sempiternellement, vous risquez de perdre votre crédibilité. Donc les universitaires, une fois accédés au pouvoir, et ça doit être un combat que nous devons mener. Et quand nous parlons de l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement, nous allons toujours travailler dans ce sens. Une fois accédé au pouvoir, vous faites 2 mandats et c'est fini. Quelle que soit votre compétence, quel que soit votre génie, vous n'allez pas rester éternellement. Nous parlerons de ce parti que vous avez lancé la semaine passée. Mais l'expertise dont sont porteurs les intellectuels africains, cette expertise-là, est-ce qu'elle n'est pas gangrénée quelque part par le fait qu'ils sont aussi partisans? Vous avez été de la société civile, mais une fois que vous portez la casquette d'un parti politique, est-ce que vous n'êtes pas guidé aussi par les ambitions de votre parti? Je ne suis pas je n'ai pas été... Je ne suis pas de la société civile. Vous avez été, puisque vous m'avez dit que vous avez été... Ah oui, ça c'est vrai. Mais entre-temps, j'avais porté la casquette c'est ce que je dis. D'un parti politique. La casquette d'un parti politique, j'ai milité longtemps au sein de la Convention patriotique panafricaine, la CPP. Donc cela veut dire que j'ai quitté la société civile pour la politique. Oui, la cohabitation entre l'expertise scientifique de quelqu'un qui est intellectuel Oui. et qui, par exemple, devient partisan en étant à la tête d'un parti politique. La cohabitation, est-ce qu'elle n'est pas difficile? Bon, la cohabitation, ça dépend de l'angle, hein, l'angle dans lequel on se trouve pour pouvoir travailler. La cohabitation, dans une certaine mesure, est difficile, mais parfois il faut un sursaut patriotique pour pouvoir faire bouger les lignes, les choses. Il y a certains qui doivent se demander qui est cet invité. Je rappelle que c'est
le professeur ou le docteur à Placomelan, qui est enseignant à l'université. Maintenant, je vais vous donner la possibilité de vous présenter aux auditeurs. C'est vrai que nous avons fait déjà 15 minutes d'émission. Et qui êtes-vous? Ah ben, je suis enseignant-chercheur, je suis natif d'Aguenivé. Je suis natif d'Aguenivé, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'université de Lomé. J'enseigne à l'université de Lomé, j'enseigne la philologie romane, le commentaire composé. J'interviens également dans les universités privées du Togo, notamment l'École supérieure des affaires, Formatec. Et puis je suis aussi au village du Bénin. Au village du Bénin. Donc, en substance, je suis togolais, je suis le président national de l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement. Bon, si vous voulez d'autres compléments aussi, je suis là pour pouvoir... C'est clair que je vous poserai des questions en ce sens. Et quand vous dites que vous êtes d'Aguenivé, c'est clair que Agué a beaucoup changé, ça fait plaisir à certains, et ça ne fait pas plaisir à d'autres. Quel est votre positionnement par rapport au développement fulgurant que votre Aguenivé a connu ces dernières années? Bon, le développement en termes d'infrastructures routières, bon, ça va. Mais est-ce que les natifs d'Aguenivé, sont favorisés, sont bénis par ce développement? Non, les natifs d'Aguenivé, sauf quelques rares têtes, les natifs d'Aguenivé sont sur le carreau. Le carreau, quand il s'agit des nominations, on ne pense pas aux gens, aux natifs d'Aguenivé. Les natifs d'Aguenivé sont laissés sur le carreau. Entre-temps, nous avons une préfecture. Agué a été érigé en préfecture et allez voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, vous allez... Non, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? En tant que journaliste, vous allez... Mais c'est clair que, par exemple, aujourd'hui... la curiosité. C'est clair qu'aujourd'hui, quand les gens arrivent dans notre capitale, et les localités ou les quartiers par excellence qui sont cités en exemple aujourd'hui, il y a Aguenivé. Il y a Aguenivé, bon, globalement, mais quand vous prenez les natifs d'Aguenivé, est-ce que les natifs d'Aguenivé sont bénis? Est-ce qu'ils sont bénis? Non. Vous ne profitez pas de ce qui se passe chez vous? Non. Vous regrettez ce qui se passe chez vous? On regrette amèrement. On regrette amèrement. Sauf les élections locales se sont déroulées entre-temps, qui ont donné quelques possibilités aux natifs d'être représentés dans les mairies. Et ce n'est pas encore ça. Il faut à la tête de certaines structures, les natifs, pour pouvoir faire bouger les choses. Et quand, par exemple, je ne suis pas régionaliste, mais quand même, il faut donner l'opportunité aux natifs du milieu de prendre la direction, de prendre la tête de certaines institutions. Est-ce que ça fait partie de vos prochains combats, par exemple? Nous sommes là pour ça aussi, parce qu'il ne faut pas faire les choses injustement. Nous sommes là pour combattre l'injustice. Mais vous parlez carrément d'injustice. Oui, injustice, bien évidemment. Parce que je ne comprends pas comment un natif ou bien quelqu'un qui n'est pas du milieu peut prétendre gérer les affaires de ce milieu-là potablement. Non. Donc il faut mener une petite enquête pour voir. Quand on dit à Aguenivé se développe, de façon générale, c'est applaudissable. Mais quand vous prenez les natifs d'Aguenivé, allez mener des enquêtes, les natifs sont sur les carreaux. C'est ce que nous déplorons. Bien, merci, c'est noté. Quand on s'engage en politique, et c'est votre cas depuis quelques temps maintenant, en Afrique et ailleurs dans le monde, des fois on se brûle les doigts parce que la politique, c'est violent. Des fois, c'est méchant quand on s'engage en politique. Vous, personnellement, quelles ont été vos motivations? Bon, les motivations, il y a plusieurs mobiles qui sous-tendent notre engagement. Notre engagement, d'abord, il y a cet amour, ce sentiment-là de gérer les affaires, d'aider sa communauté, d'aider son pays, d'aider son milieu, d'aider son continent. Donc, nous avons créé ce parti-là, sympa. On ne l'a pas créé fortuitement. Nous l'avons créé pour des objectifs bien précis. D'abord, c'est un parti qui s'intéresse à l'avenir des jeunes. Un parti des femmes. Je l'ai toujours dit, que ce soit sur Zéphyr, devant vos confrères de TVT, c'est un parti des jeunes. Parce que tout le temps, on a constaté que les jeunes sont souvent négligés. Ils ne sont pas formés politiquement. Et tout le temps, on dit,
c'est la jeunesse qui est la relève de demain. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette jeunesse-là puisse idoinement assumer sa responsabilité? Donc, notre ambition, c'est d'aider les jeunes, d'aider les femmes à s'intéresser à la vie politique, à la mission politique. Donc, c'est ça. Donc, nous avons été entichés. Nous avons été entichés par plusieurs objectifs, plusieurs mobiles. Donc, voilà. Quand vous parlez des jeunes, par exemple, c'est clair que suffisamment de jeunes se retrouvent aujourd'hui dans plusieurs partis politiques. Si vous en créez une nouvelle formation, et l'objectif aussi, c'est de susciter l'engagement des jeunes. Est-ce que vous ne perdez pas de temps? Non, mais vous savez, cette question aussi m'a été posée sur Zéphyr FM. Il y a des jeunes qui sont dans les partis de la formation politique. Aujourd'hui, entre nous, Pierrot Attiobé, entre nous, quel est ce parti-là qui prend la croix de la jeunesse? Quel est ce parti aujourd'hui qui prend la croix de la jeunesse et des femmes et qui veut former les jeunes? Non, il y a les jeunes. Est-ce qu'il y a des partis? Vous n'avez pas vu des partis politiques former les jeunes? Non, mais moi j'en vois tout le temps. Ah, ouf. Non, mais en fait, quand vous prenez le parti au pouvoir, on parle des jeunes. Quand vous prenez... Non, on parle des jeunes. Ça, c'est évident. C'est manifeste, c'est patent. Mais est-ce que vous allez voir la télé, quelle formation politique? Non, mais j'en vois justement. Ah, où? J'en vois par exemple à l'ANC, j'en vois au niveau du parti au pouvoir, j'en vois dans d'autres formations politiques. Mais vous savez, ça, avec des... Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas... Ce que vous dites est fait d'une certaine manière déjà par un certain nombre de formations politiques. Quand vous parlez des femmes, c'est vrai que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de partis politiques. C'est quelque chose qui est fait déjà. Non, mais... Sans doute que vous venez aussi pour prendre votre part. Ouais, nous allons faire les choses autrement. Parce qu'avant de créer ce parti, il y a eu des enquêtes, il y a eu des travaux préalables que nous avons toujours engagés, que nous avons fait. Et nous allons faire les choses autrement. Ce n'est pas de manière vieillotte. Pas de manière vieillotte, on va donner de nouvelles élan à la jeunesse. Quand vous parlez de faire les choses autrement, ça aussi c'est quelque chose qui revient très souvent, au point qu'un parti politique a décidé de prendre le nom Togo autrement. Ah oui, mais vous savez, nous venons de naître, il faut laisser, c'est à la danse que les omoplates se touchent. Lorsque vous allez nous laisser évoluer, vous-même, vous allez faire le constat. Hein, on ne peut pas tout de suite commencer par s'apprécier. Nous venons de naître il y a de cela une semaine. Il faut nous laisser, vous allez aussi constater les résultats. C'est clair qu'en décidant de créer votre parti politique, vous avez fait un constat. Sans doute que vous avez constaté l'échec de ceux qui dirigent actuellement le pays. Peut-être que vous avez constaté l'échec de ceux qui aspirent à les remplacer. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes décidé finalement, en dehors de votre formation ou en dehors de votre occupation à l'université de Lomé, vous devez également diriger un parti politique? Ah, mais vous savez, depuis un certain moment, quand vous analysez la classe politique actuelle, surtout l'échiquier politique actuel, on parle de l'échiquier politique actuel, le cas du Togo, vous allez constater avec moi, sans doute, indubitablement, que la classe politique est devenue un peu vieillotte. Et il va falloir rajeunir cette classe-là, donner d'oxygène, un peu de dynamisme à cette classe. Et la jeunesse est l'énergie nationale, l'énergie pouvant faire ce travail-là. Mais on ne peut pas donner cette responsabilité à cette jeunesse sans la former. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut rajeunir la classe politique togolaise. Donc, ce n'est pas un acte gratuit, un acte isolé que nous venons de poser. Rajeunir, dans certaines formations politiques, on dit que ça ne se décrète pas. Et comment est-ce que vous allez procéder? Rajeunir la classe politique, parce que c'est vrai que depuis 30 ans, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là et qui alimentent ou animent la vie politique au Togo. Et votre ambition, c'est sans doute les remplacer, c'est sans doute les côtoyer. Vos confrères nous ont posé cette question. Est-ce que nous sommes là pour les remplacer? Peut-être pour les fortifier, pour les renforcer. Pour les renforcer, il doit y avoir une certaine cohabitation, collaboration entre ceux qui existent déjà et notre formation politique. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, est-ce que nous sommes là pour remplacer ceux qui sont au pouvoir?
Non, notre ambition, c'est de travailler avec tout le monde. De travailler avec tout le monde. Mais en fait, oui, mais quand on crée un parti politique, c'est aussi de conquérir le pouvoir. Ah oui, de conquérir le pouvoir, bien évidemment, dans le respect de l'art démocratique. Si demain, le peuple togolais constate que ce jeune parti travaille bien et qu'on veut nous conférer le pouvoir démocratiquement, pourquoi ne pas le prendre? Démocratiquement, bien sûr. Mais vous savez que quand on prend l'histoire politique du Togo, les tout jeunes partis politiques ont eu du mal à se tailler leur place sur l'échiquier national. Et il y a de la difficulté en vue. Est-ce que vous le savez? Bon, vous savez, le début de toute chose est toujours difficile, mais nous allons, comme c'est un engagement que nous avons pris, nous allons définir des stratégies pour pouvoir impacter politiquement la vie politique de notre pays. Allons un peu à la découverte de ce parti politique, l'UDPC. L'UPDC. Oui, l'UPDC. L'UDPC, en réalité, c'est un parti qui doit se trouver au Congo. L'UPDC, c'est le nom de ce parti politique. Comment vous est venue cette dénomination? Mais ça, vous savez, la tâche n'a pas été du tout facile, parce que pour trouver le sigle, d'abord, ça dépend de l'ambition. Union. Donc, on veut convier tous les panafricanistes, tous les panafricains, panafricanistes si vous voulez, à une union. Une union, pourquoi? Pour pouvoir faire développer l'Afrique. Vous allez constater que depuis un certain moment, la démocratie, surtout en Afrique de l'Ouest, a du plomb dans l'aile. La démocratie est déjantée. Donc, à partir de cette formation politique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle peut être notre contribution pour que la démocratie se passe bien dans nos États africains, surtout au Togo? C'était l'ambition, et à partir de cela, de ces ambitions, quel est le sigle qui convient? Quel est le sigle adéquat? Le sigle idoine qui peut répondre à ses aspirations. Au départ, il avait eu quand même plusieurs sigles, puis il a eu embouteillage de sigles, et il fallait filtrer. Il fallait filtrer parce qu'il y a des partis qui existent déjà sur l'échiquier politique, même sur l'échiquier continental. Donc, il faut prendre un nom pour être un peu vierge ou bien isolé. Si vous prenez un nom qui rime avec un autre nom au niveau du ministère de l'Intégration territoriale, vous aurez des soucis. Mais vous voulez porter une certaine différence ou une certaine nuance. Mais quand on prend votre dénomination, l'UPDC, sur le registre des partis politiques, déjà on sait que l'Union, et ça existe un peu partout, beaucoup de partis. Quand vous prenez l'Union pour la République ou l'Union des forces de changement, on retrouve le mot Union. Et la démocratie, ou le panafricanisme, on retrouve cela au niveau de la CDPA. Ou quand vous prenez le changement, on retrouve la terminologie changement à la ANC ou à l'UFC. Quelle va être votre particularité? Notre particularité, c'est de centrer tous nos débats sur la jeunesse, l'évolution de la jeunesse, comment faire pour que la jeunesse puisse évoluer. Quand vous prenez les mots, quand on parle d'union, c'est sacré. Selon la tradition africaine, l'union est sacrée. Mais le panafricanisme, il y a des panafricanistes qui travaillent déjà. La démocratie, l'Afrique a besoin de la démocratie. D'abord, la démocratie existait avant même le vent de l'Est. Il faut voir comment, les décisions se prenaient. Quand il s'agit d'une affaire villageoise, la décision se prenait entre les notables. Déjà, c'est une forme de démocratie. Mais il y a des partis politiques qui ont déjà pris cette domination. Il y a Union pour la République, le parti qui gouverne le Togo. Mais eux aussi, ils ont une certaine compréhension de la chose. Nous aussi, nous avons une vision. Mais l'union est sacrée. Mais oui, justement, votre union, qu'est-ce que ça cache? Mais notre union, c'est une union des jeunes et des femmes. Union des jeunes et des femmes. Je ne sais pas si les autres formations politiques en parlent. Notre particularité, c'est l'union des jeunes et des femmes. Vous savez, quand vous lisez la charte africaine de la démocratie, je cite toujours cette charte parce qu'elle contient beaucoup de choses. De démocratie,
bonne gouvernance, les élections. Mais les chefs d'État ont pris l'engagement de mettre dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs privés, les secteurs publics, les femmes. Mais sur le terrain, est-ce que c'est constatable? Non, c'est pas palpable. Si vous prenez l'Assemblée nationale actuelle, sur 91 députés, il y a combien de femmes? Monsieur Pierrot Achiobé, il y a combien de femmes? Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais les femmes sont maigres, il y a une certaine maigreur. Oui, mais en fait, cette assemblée est dirigée quand même par une femme. Mais cela ne suffit pas. Sur 91 députés, on n'a que 17 femmes. Et c'est maigre. Cette maigreur-là doit être corrigée. Maigreur de représentativité doit être corrigée. Plus tard. Mais est-ce que vous savez que le Togo est quand même cité comme un exemple en termes de promotion de la gente féminine? Mais c'est le début. En mettant par exemple une femme à la primature et puis une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Ah, mais c'est ce que nous souhaitons, mais c'est le début. Il faut que ça évolue. Les femmes ont la capacité et la compétence de diriger les affaires publiques. Mieux que les hommes? Bon, parfois. Parfois. Mais est-ce que par exemple le Togo, vous conseillerez ou vous rêverez qu'une femme dirige ce pays? Bon, si la femme est candidate d'un parti politique et démocratiquement, elle a été élue par le peuple, et même nous ne pouvons qu'apprécier, l'applaudir, et l'encourager et puis prier pour qu'elle puisse assumer convenablement, confortablement cette mission de présidente de la République. Je sens que la situation des femmes vous préoccupe énormément. Évidemment. C'est clair que dans quelques jours, les femmes seront à l'honneur, puisque nous serons le 8 mars, la journée internationale de la femme. Je ne sais pas si déjà, au niveau de votre formation, puisque vous parlez beaucoup de femmes, vous avez des projets en vue pour les femmes. Bon, pour le moment, il y a la vice-secrétaire générale du parti Kolani qui gère cette affaire, je lui ai demandé de préparer, de nous proposer quelque chose pour que nos femmes, nos mères soient accompagnées dans ce sens, même si c'est pour organiser des séances de formation. Elle gère, ce matin, je l'ai eu au téléphone, et il a déjà un projet qui va prendre corps d'ici quelques jours. On vous le souhaite vivement. Et puis vous avez aussi insisté sur le changement. Je ne sais pas si votre changement est pensé de la même façon qu'au niveau de l'ANC ou au niveau de l'Union des forces de changement. Que contient ce changement? Bon, le changement... Puisque vous, par exemple, vous voulez travailler avec tout le monde. Oui, le changement en termes économiques, le changement politique. Et surtout, quand nous parlons de changement, il faut le changement au sommet de l'État. Il faut le changement au sommet de l'État. Il faut que les choses aillent mieux dans ce pays, ou bien en Afrique. Donc le changement, c'est, à notre sens, c'est de voir d'autres personnes pour pouvoir diriger. Quand ce sont les mêmes personnes tout le temps qu'on voit, ça nous donne plus de confiance, nous donne plus de crédibilité. Et il faut d'autres têtes, d'autres personnes pour pouvoir gérer les affaires de l'État, les affaires communautaires. C'est vrai que pour ce qui concerne le Togo et la question du changement, cette question elle est posée depuis le début des années 90. On évoque le changement et on évoque l'alternance au sommet de l'État. Et c'est difficile. Et comment vivez-vous justement cette difficulté? Et que depuis 30 ans, et cette question elle est posée, elle est retournée dans tous les sens, mais que au sortir des élections, c'est le parti au pouvoir continue de gagner. Vous le savez mieux que moi. Vous savez, notre pays a trop de soucis. Notre pays a trop de soucis en termes d'organisation des élections, et pas seulement au Togo. D'ailleurs, en Afrique, vous allez constater que quand il y a élection, soit c'est au début qu'on a des problèmes, ou bien c'est au milieu de l'appareil organisationnel qu'on a des problèmes, ou soit c'est au moment de la proclamation des résultats. Au moment de la proclamation des résultats. Et nous devons faire en sorte que tous les appareils, tous les organes impliqués dans l'organisation des élections, tous ces appareils-là soient crédibles, inspirent confiance pour qu'à la fin de la proclamation des résultats, au moins que le gagnant, ou bien le gagnant, le perdant, appelle le gagnant pour pouvoir le féliciter. On n'a pas encore atteint ce niveau
Mais je crois que, indubitablement, ça viendra. L'alternance est incontournable, hein, quoi qu'on dise. Et puis, je rêve, le jour où ce pays il y aura l'alternance, vous verrez dans les rues, les partis politiques ne vont pas exister quelques minutes. Vous verrez que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont de l'opposition, ils vont s'embrasser. Je rêve, vous notez ça. Ils vont s'embrasser. Ah, mais en fait, vous voulez dire tout simplement que l'alternance, qui est la quête d'un certain nombre de partis politiques, et que cette quête elle est partagée également par des militants du parti au pouvoir. Bon, reprenez la question s'il vous plaît. Oui, mais en fait, puisque vous dites que le jour où il y aura l'alternance au Togo, les Togolais sans distinction s'embrasseront dans les rues. Mais c'est comme le jour où on a signé, ou bien, oui, il a eu l'acte entérinant la conférence nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays? Je crois que c'est en juin ou bien en avril 1991, lorsque le feu, paix à son âme, feu Yassibé, a accepté l'organisation de la conférence nationale. Je me rappelle que les chauffeurs ont pris les passagers et on a dit, mais enfin, vous n'allez pas payer, vous n'allez plus payer. Et c'était l'euphorie, hein, la joie débordante dans ce pays. C'est de cette manière que nous allons vivre l'alternance dans ce pays. Vous évoquez le début des années 90 au Togo et la question que je voudrais vous poser, puisque vous insistez sur la jeunesse, je ne sais pas si ça vous générait que je vous demande votre âge, puisque vous parlez de la jeunesse. Bon, vous n'êtes pas tout jeune. À l'époque. Non, vous-même, là, vous n'êtes pas tout jeune. Aujourd'hui, bon, j'ai 49 ans. Vous n'êtes plus tout jeune. Ah non, non, c'est pourquoi les jeunes ont souhaité que je prenne au moins la direction de ce parti pour 5 ans, drainer les jeunes. Après, je vais passer le temps. Vous allez faire un seul mandat? Bon, un seul mandat, c'est bien. Ce matin. Non, mais en fait, non, ma question, c'est de savoir si vous allez faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Puisque très souvent en politique, je vais faire un seul mandat. Quand on dit qu'on va faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Non, la question de. Cette histoire de mandat est problématique. Donc, je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat et on va faire démocratiquement, on va faire des élections. Surtout qu'en politique, il faut que les partis politiques aient beaucoup de moyens. Je vais vous demander, les moyens, vous allez les trouver où? Les moyens, d'abord, quand on parle des moyens, il y a plusieurs aspérités que nous devons considérer. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains. Nous avons les moyens humains. Nous avons les maigres sous que nous avons, nous allons les utiliser pour le parti. Et dans nos statuts aussi, il y aura des cotisations, des dons, tout ça là, nous comptons beaucoup sur l'engouement, la détermination du peuple, des jeunes, et le reste viendra. Vous savez très bien qu'au Togo, très peu de partisans cotisent pour les partis politiques. Est-ce que vous le savez? Mais ça, c'est évident. C'est évident. Les gens ne cotisent pas. Les gens ne cotisent pas. Mais pour ce que j'ai constaté aussi, quand il y a des événements politiques, il y en a qui mettent la main à la poche pour la réussite de ces événements. Mais cotiser mensuellement, dans certaines formations politiques, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Si ça se passe ailleurs, dans d'autres formations politiques, je n'ai pas constaté. Mais quand il y a des événements, des manifs politiques, il y en a qui mettent la main à la poche pour pouvoir financer ces manifs-là pour qu'elles réussissent. Vous nous aviez dit que vous étiez au niveau de la CPP avant de quitter pour créer votre formation politique. Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter la CPP? Et vous savez, depuis un certain moment, notre formation, l'héritage politique que Edem Kodjo nous a laissé, arrivé à un certain moment, la maison, il a eu des soucis dans la maison. Dans la maison, il y a un groupe qui a dit, mais si on n'arrive pas à régler ce problème à l'amiable, on risque de quitter. Donc le problème, on a tout fait et on n'a pas trouvé de solution. Et les jeunes, ensemble, nous avons décidé de voler de nos propres ailes. Voilà. Donc, si je comprends bien, un certain nombre de vos sympathisants militants ou cadres viendront de la CPP. Il y a quelques têtes qui nous ont suivis. Je ne sais pas si avec le temps, il y a d'autres qui vont nous accompagner. Mais nos portes sont amplement, grandement ouvertes. Nous sommes avec notre invité du jour,
docteur Apla Comblan, et qui est le président du dernier parti politique à avoir vu le jour au Togo. L'actualité depuis 48 heures, elle est dominée par Vincent Bolloré, d'un côté, par Fania Singbe de l'autre, et aussi par une juge française. Cette actualité est liée à Bolloré. Est-ce que vous la suivez ou pas? Je suis à la lettre les actualités, les informations, et surtout celles qui concernent Vincent Bolloré. Et vous savez, je crois qu'en 2019, il a une formation politique notablement à l'ANS qui a évoqué cette histoire de corruption. Mais cette formation politique n'a pas été écoutée. N'a pas été écoutée. 10 ans, voilà que l'affaire est ressuscitée. Et puis c'est déplorable. C'est déplorable. Donc je ne sais pas, ceux qui travaillent avec nos dirigeants, surtout nos chefs d'État, les conseillers, ils sont où quand il y a de pareilles choses se passent. Les gens ont des titres gonflants. Je suis conseiller chargé des affaires extérieures. Puis, mais quand il y a ces gens de contrats, et s'ils ne sont pas impliqués, pourquoi tout le temps on doit citer notre pays de cette manière? Et puis, ce qui me choque, me scandalise un peu, et qu'alors il n'y a pas de communiqué officiel pour situer l'opinion nationale, internationale sur ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si c'est parce que l'affaire suit son cours à la justice que... Mais c'est ce que nous avons appris venant des sources proches du gouvernement, une affaire qui est pendante devant la juridiction. Le pouvoir togolais ne voudrait pas la commenter. Mais est-ce que, par exemple, quand vous regardez aujourd'hui sur les chaînes internationales, avec ce gros titre « Corruption au Togo », et on fait référence à l'élection de 2010, est-ce qu'en tant qu'acteur politique, et sans doute défendant un certain nombre de valeurs, vous êtes gêné ou pas? Je suis gêné parce que je n'aime pas parler négativement de mon milieu, notamment de mon pays. Quand on dit Togo, corruption au Togo, je suis scandalisé, commotionné par le titre, ce gros titre. Vous savez, je ne voudrais pas faire de commentaires là-dessus. Quoi qu'on dise, c'est notre pays. Et puis, quelque part, il y en a qui ont commencé par parler de la souveraineté de notre pays, l'ingérence dans les affaires politiques de notre pays. Mais qui dit ça? J'ai lu ça sur les réseaux sociaux, je ne peux pas vous les cacher. Mais vous savez, le Togo c'est notre pays, à nous tous. Et si le Togo est vilipendé, extérieurement, c'est tous les Togolais, tous les Togolais qui sont vilipendés. Donc, je ne voudrais pas... Non, mais en fait, est-ce que dans cette affaire, le Togo est vilipendé? S'il y a une affaire de corruption avérée, par exemple, est-ce qu'on doit évoquer le fait que le Togo est vilipendé ou pas? Non, il faut. L'affaire est pendante devant la justice, l'affaire sur son cours, on verra la suite. Et à partir de là, tout le monde peut se prononcer sur cette affaire. Donc, nous ne pouvons pas réagir chaudement sur cette affaire. Donc, laissons les juges continuer leurs travaux. Et au bout du compte, tout le monde sera situé. Certains lancent des appels à l'endroit des députés togolais à réagir, à enquêter, à intervenir dans ce dossier. Est-ce que vous joignez votre voix à ces appels qui viennent de certains milieux politiques? Vous savez, je ne suis pas juriste, mais en tant que politicien, il va falloir laisser la justice faire son travail. Donc, appeler les députés à ouvrir une enquête. Je ne suis pas tellement chaud pour ça. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, docteur Apla Comblan, qui est enseignant à l'université de Lomé. C'est avec lui que nous animons le D12 d'aujourd'hui. Il est le président national de l'UPDC, l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, les auditeurs vont vous poser des questions sur les numéros suivant 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Je crois que nous allons commencer et pas insérer les tout premiers auditeurs. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Et Taoufik, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, vous salue. Salut.
entre les partis politiques de vote commun qui ne donnent pas des résultats au début. Franchement, nous avons pu trouver de ça. Et puis, notre invité de l'idée parle de politique autrement. Quelle politique autrement? Lorsqu'on organise des élections à la proclamation des résultats, les militaires qui remplacent les membres de la commune qui fait faire aux gens. On ne laisse pas l'application civile et on fait le travail, c'est tout. Les élections, ça ne donne rien. Quelle gouvernance et comment vous voulez? Donc, je trouve ça, les gens ne veulent pas comprendre qu'il faut des frères, il faut régler les problèmes à l'amiable et que les choses se passent dans la paix. Pour faire les élections, pour organiser les élections, on laisse les gens battre campagne dans la paix et on vote dans la paix. Et à la proclamation des résultats, des bousculades, des gens cagoulés, des militaires, des partis, est-ce que vous voulez? Politique autrement, quelle politique? Bien, merci. Pas de politique autrement que vous. Merci Taoufik, on a noté votre réaction. Vous allez répondre tout de suite. Oui, le nom c'est Taoufik. Taoufik. Taoufik, monsieur Taoufik, merci pour votre intervention. Tout ça là, c'est la déception. Quand on fait quelque chose et tout le temps on n'a pas le résultat, on est déçu. C'est l'occasion de relancer la machine démocratique au Togo. Après, bon, on est fatigué de la création des partis politiques. Mais je vous assure que d'autres partis politiques viendront. Si le peuple togolais est insatisfait, d'autres viendront forcément jusqu'au jour où le peuple dira enfin, au moins cette fois-ci, nous avons acquis ce que nous avons voulu. Et c'est fini. Mais quand on fait des élections, tout se passe normalement, bonnement, facilement, comme une lettre à la poste, du début jusqu'à la fin. C'est au moment de la proclamation des résultats que les militaires, selon sa version, que les militaires interviennent pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Je dis tout de suite que, vous savez, tout cela, ça va se corriger avec le temps. Ça va se corriger avec le temps. On a quitté un point pour arriver à un autre point. Et progressivement, ça va rentrer dans les habitudes. Nous allons corriger d'abord les conditions d'organisation des élections. Les conditions d'organisation des élections. L'Afrique même a de sérieux problèmes, surtout l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est ce qui se passe actuellement au Niger, ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, et typiquement pour le cas de notre pays, nous allons toujours œuvrer à ce que les résultats soient proclamés dans de bonnes conditions à la satisfaction du peuple togolais. Mais la question, c'est... Et puis, nous n'allons pas démissionner. Oui, quand on essaie, on échoue, ou bien on n'a pas les résultats, donc on ne doit pas démissionner. Quel que soit l'état du pays, quelle que soit la situation, on organisera toujours les élections. Et lorsque vous serez fatigué et vous n'allez plus participer, et ceux qui gouvernent, ils vont toujours organiser les élections à leur manière. Et ils vont diriger le pays, et vous serez sur les carreaux. Et vous allez tout le temps vous morfondre. Donc, nous allons œuvrer à ce que les élections soient organisées dans de bonnes conditions et puis les résultats soient proclamés. Quand les résultats ne seront pas proclamés dans les conditions, vous verrez que les candidats ne vont pas accepter les verdicts des urnes. Et là, justement, il y aura toujours des contestations. Mais justement, sur la question de la contestation, c'est une question qui est connue au Togo. Et ça ne veut plus personne. C'est pas seulement au Togo, hein. C'est pas seulement au Togo. Nous parlons du Togo. Nous parlons là du Togo. Au Niger, non, il faut voir, bon, surtout les élections passées, c'est parce que les gens n'ont plus confiance aux appareils organisationnels ou organisateurs de ces élections. Il y a les bureaux de vote, les BV, il y a les CENI, il y a l'administration, d'abord il y a la CENI, il y a le ministère de l'administration territoriale et enfin la Cour constitutionnelle. La Cour, je vais vous dire ceci, la Cour constitutionnelle ne doit pas être seulement un appareil proclamateur des résultats. On doit doter la Cour constitutionnelle des moyens pour que la Cour constitutionnelle déploie aussi sur le terrain des observateurs pour pouvoir confronter les résultats. Ça existe dans les textes de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne doit pas être organe proclamateur des résultats. Donc, nous allons travailler à cela aussi. Et les observateurs, les missions d'observation au Togo, les gens qui viennent, j'ai dit ça sur
Zéphyr FM la dernière fois, les gens qui viennent juste pour s'enrichir et pour partir, ils dorment dans les villas, et à 16 heures déjà, ils se retirent et ils sont dans leur hôtel et on attend voir quelle est la déclaration finale de l'Union africaine et nous allons nous aligner derrière cette déclaration. Les missions d'observation aussi doivent être revues pour que demain, ces observations-là se fassent dans de bonnes conditions. Il faut que les observateurs soient partout, à tous les niveaux. Bien, merci. Nous allons, après Taoufik, insérer un deuxième auditeur. Allô? Allô? Alors, Bonjour. bonjour. Johannes. Oui, votre nom? Oui, alors, c'est Johannes. Yohannes. Oui. Yohannes, vous êtes en direct, allez-y. Je remercie l'invité. Moi, franchement, ça me dégoûte aujourd'hui qu'on entend encore parler de création de nouveaux partis politiques. Et puis, ce n'est même pas le fait qu'il y ait encore de nouveaux partis, mais quand le fondateur est reçu sur les médias et que dans cette déclaration, on ne sent rien de nouveau, il me dit que c'est une perte de temps. Moi, je ne sais réellement pas l'objectif qu'ils ont créé un parti. Tout ce qu'il dit sur le plateau là-bas, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on est dans un parti politique et qu'il y a eu des discussions jusqu'à la qu'il faut forcément créer un nouveau parti politique. Ce que vous dites là-bas, rien de nouveau. Et sur le point, Thierry vient de vous poser une question concernant les enquêtes. Si vous vous alignez sur le fait que d'autres formations politiques demandent des enquêtes de la part des députés. La réponse plutôt que vous avez donnée, ça laisse à désirer. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez le rôle des députés dans ce pays. Un député a le droit d'ouvrir une enquête sur un sujet. C'est pour ça qu'on les élit au Parlement. Si en tant que parti politique, sur un sujet aussi grave, vous n'êtes pas capable de dire oui, vous êtes pour le fait que les députés ouvrent une enquête, mais vous élaguez le sujet en parlant de la justice. Il y a la justice. Vous savez, il y a la justice qui fait son rôle. Et les députés aussi, il y a des enquêtes dans le pays sur des dossiers comme ça. Alors, la réponse que vous avez donnée, moi, ça me laisse perplexe. Je me demande si vous connaissez réellement le rôle des députés dans ce pays. Bien, merci. Johannes, merci pour votre commentaire. Quelle est votre réaction? Non, mais vous savez, je dois remercier Johannes parce que c'est la liberté d'expression, c'est son opinion, on ne peut que la respecter. C'est aussi sa façon de voir la chose. Nous ne pouvons pas l'incriminer pour ça. Donc, s'il dit qu'il ne voit rien de nouveau dans tout ce que nous disons, bon, c'est ça, son appréciation, c'est sa façon d'appréhender. On ne peut pas l'accuser pour ça. Après Johannes, est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Vous allez? Oui, je vais bien. Et vous-même? Je vais très bien, mon grand frère. Quel est votre nom? Rodrigue, Vous êtes à l'antenne, allez-y. je suis avec vous. Ouais. Je salue votre invité. Oui, merci. Aujourd'hui, je ne vais pas être un peu plus trop amer, mais parce que quoi? Il y a plus de combien de partis politiques que vous. Allô? Oui, allô? Oui, exactement. En réalité, 119, hein, ils sont le 119e parti politique. Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Je voudrais demander à votre invité, est-ce qu'il compte apporter de nouveau? Parce que c'est de nouveau, c'est juste déjà vu. C'est déjà vu. Est-ce qu'il faut apporter vraiment de nouveau? Le Togolais est tellement fatigué. Écoutez, vous savez quoi? Aujourd'hui, le Togolais, sa préoccupation, c'est de faire quoi? Avoir son enfant à l'école. Le social. Finalement, la politicienne, excusez-moi le terme, ils vont tuer la mangeoire. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous comptez apporter? Vous, moi, personnellement, je vous dis la vérité, on n'en sait rien de vous. Personnellement. Honnêtement, parlez plutôt du social et qu'on puisse savoir vraiment si je suis bon. Merci pour l'émission. Bien, merci Rodrigue de nous avoir appelé. Ça fait la deuxième personne qui intervient et qui dit relativement la même chose. Est-ce que quelque part,
pas raison. Ah, mais ils ont raison, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, ils sont libres de mettre leurs opinions. Les Togolais sont fatigués. Les Togolais sont fatigués, effectivement. Nous sommes fatigués et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous devons démissionner. Non, mais Devant le combat politique. justement, est-ce que par exemple, les convaincre ne devient pas difficile finalement pour ceux qui créent les nouveaux partis politiques? Ah, mais vous savez, dans l'histoire de l'humanité, la politique, c'est à faire. Il faut recommencer, éternel recommencement. On ne peut pas dire on a expérimenté cela et puis bon, finalement on doit démissionner. Non, c'est pas ça. On doit continuer la lutte. En politique, il faut être jusqu'au-boutiste. On doit continuer la lutte. On ne peut pas rester comme ça parce qu'il y a eu des élections, on n'a pas eu des résultats et on doit rester dans ce schéma-là. Non. Peut-être que la Zora viendra d'un parti politique mais- nouveau. Absolument. Absolument. Mais en Mais fait, s'il y a 119 partis politiques, bon, je dis bien que d'autres viendront. Et il y a la charte des partis politiques, il y a multipartisme. Donc, ce n'est pas parce que les autres partis existent, il y a d'autres formations politiques qu'on ne doit pas créer d'autres formations politiques. Quelle est la contribution que nous voulons apporter? J'ai déjà dit ça en amont. J'ai déjà dit en amont, je ne voudrais pas revenir. Johannes et puis Taoufik, c'est ça. Ils ont pleinement raison. Ils ont pleinement raison, mais je leur dis que ce n'est pas la raison fondamentale. Le mobile fondamental pour lequel, je dis le mobile, pour lequel nous devons démissionner. Les Togolais sont fatigués. C'est maintenant, il faut relancer, il faut d'autres formations politiques pour relancer la machine démocratique pour la victoire finale. Bien, merci. Et puis je voudrais dire aussi que Dieu fait les choses avec Dieu fait les choses avec des objets banaux, des objets vulgaires, des objets insignifiants. Mais vous êtes chrétien. Mais je suis un chrétien. Parce que quelque part, il est dit dans la Bible que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs Très est bien. la principale de la grande Ah, réalité. très bien, très bien. C'est Et pas ça puis qui est la Bible. nous voulons surprendre. Nous voulons surprendre les gens. Nous voulons surprendre les gens. Quand vous dites ça aussi, Notre force, c'est la surprise. on l'a déjà aussi entendu. Amen. Tout au cours. Nous voulons surprendre les gens. On retourne au téléphone, allô. Alors, bonjour. 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 Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Vous parlez de notre invité. Vous parlez de l'union des femmes et des jeunes. Où vous avez laissé les hommes et les filles? Parce que est-ce que vous voyez des femmes au marché, nos femmes, nos mamans, nos soeurs au marché? Bon, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes docteur en médecine? Chaque fois que vous êtes docteur en médecine, chaque fois qu'il n'y a pas des bactéries qui sauvent des gens dans les hôpitaux, vous êtes là à appuyer les politiciens. Et en plus, on parle de notre pays, il y a corruption. Vous voulez être président dans notre pays. Vous dites que bon, il y a la justice, c'est son coup d'abord. Cette histoire-là, c'est le gouvernement qui nous a changé ça. On est fatigué. Effectivement, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Allez rester dans un hôpital et sauver des gens, c'est plus dur que de venir sur l'antenne. Tous ceux qui viennent sur les médias disent qu'ils parlent des femmes et des donateurs. Moi, je les appelle hypocrites. Parce qu'ils ne sont pas clairs. Moi, je suis un homme. Vous parlez des femmes. Moi aussi, j'ai une femme. Bon, la vie sociale n'est pas bon. La vie sanitaire n'est pas bon. Et tout, rien n'est pas... On parle de notre pays. Vous dites que bon, la justice fait son cours. Et vous voulez que vous gérez quoi comme pays? Si vous êtes président, vous allez laisser la paix, les conditions comme ça, vous dites que la justice fait son cours tel que l'UNI le fait aujourd'hui? Mon frère, on est fatigué. Bien, merci. J'avais on a noté votre coup de gueule. Merci de nous avoir appelé depuis Bessouza. Il est docteur. Je ne pense pas qu'il est. Il a dit, il intervient à l'université de Lomé à la faculté des lettres. Il n'est pas docteur en médecine. Non, mais j'ai fait ma thèse doctorale en langue et littérature française du Moyen-Âge. Je ne suis pas médecin. Je voudrais dire à nos auditeurs que nous ne sommes pas en train d'applaudir la corruption. La corruption, c'est une mauvaise chose qu'on doit combattre. Et dans nos statuts, ça a été clairement stipulé. Parce que je ne suis pas juriste. Une affaire qui est pendante ou bien qui sont sur son cours. Mais est-ce que politiquement, par exemple, est-ce que ça entache quelque part l'élection qui a eu lieu en 2010 au Togo, puisque on stipule clairement que Bolloré est intervenu en faveur du candidat du pouvoir. Mais ça a entaché la crédibilité un peu des résultats. Du moment où il y a la cour, je dis la cour des comptes, et dans les codes, je crois, dans le code électoral, les candidats
doivent dépenser mêmement les moyens. Mais s'il y a un candidat qui dépense plus, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est comme pour frais de communication, 250 millions de francs pour frais de communication. Alors que dans les fermes, dans les hameaux, les gens ne trouvent pas d'eau potable. Nos hôpitaux sont dégarnis de nos médicaments, sont dans un état délabré et on dépense 250 millions de francs pour les frais de communication. Et ça, là, je suis franchement scandalisé. Je suis scandalisé. Les frais, là, peuvent servir à autre chose, surtout dans le social, comme les gens l'ont souhaité, dans le social. C'est ce que moi, je peux dire. Je ne suis pas en train, très bien, je ne suis pas en train d'applaudir la corruption. L'applaudir la corruption, c'est une... Mais dans l'intervention de l'auditeur, il dit qu'il est fatigué. Et quand on écoute de plus en plus de Togolais, beaucoup de Togolais disent... C'est le langage. Et c'est comme la machine politique en panne. Il faut redémarrer la machine politique. Les acteurs politiques ne doivent pas laisser le peuple dans ce carcan de fatigue. Il faut redémarrer la machine. Redémarrer la machine avec la jeunesse. Avec la jeunesse, ce n'est plus le même engouement. Il est vrai que nous sommes dans un état d'urgence, de Covid et tout ça là. Mais il faut d'autres stratégies pour pouvoir redémarrer la machine. On ne doit pas démissionner devant le combat que les gens ont engagé depuis 90. Et ça va profiter à ceux qui sont au pouvoir. Quand vous démissionnez, ils sont là et ils gouvernent bonnement. Ils gouvernent bonnement. C'est ça. On retourne au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Votre nom? Jérôme. Vous nous appelez de quel Agoué? Parce que... Agoué à Tchambé. Bien. Allez-y. D'abord, il parlait de président. Il parle de la jeunesse. Aujourd'hui, par des affaires qu'on donne à l'élection de 2010, à la corruption. Il parle de la jeunesse aujourd'hui. Si cette position par Bolloré, on nous dit qu'il faudra c'est-à-dire cette ligne à 35 ans, notre port sera délibéré par ce Bolloré. Est-ce qu'il faut attendre cette jeunesse dans la souffrance aujourd'hui, jusqu'à 35 ans, avant que la justice manque de la justice? Voilà ma question. Bien, merci, Jérôme, de nous avoir appelé depuis Agoué à Tchambé. Oui, merci, Jérôme. Je crois que votre question est très intéressante, pertinente. Est-ce qu'il faut laisser la jeunesse dans cet état pendant 35 ans? Non, je crois qu'il faut plutôt penser à d'autres voies pour que ce contrat-là soit revu. Ce contrat soit revu, je ne sais pas le mécanisme à utiliser, mais nous allons y penser pour voir dans quelle mesure ce contrat peut être revu. C'est tout. Parce que quand on a 20 ans aujourd'hui, ou bien 35 ans aujourd'hui, il faut attendre jusqu'à 35 ans encore, il faut voir, on sera vieux. Donc ce contrat doit être revu dans l'intérêt supérieur de la nation. Après Jérôme, nous avons qui au téléphone? Allô? Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. Vous avez monsieur Waris, je vous appelle depuis avant. Waris, allez-y, vous parlez un peu plus fort. Oui, je salue le président. Merci. J'ai une question. 22 février 2020, 22 février 2021, il y a de cela un an que nous passions à une élection présidentielle. Et aujourd'hui, il y a encore des contestations. La DMK qui conteste les résultats du bureau des votes. Aujourd'hui, en tant que président d'un parti politique d'opposition, est-ce qu'il faut tourner la page de la contestation, la page des élections, ou bien il faut aller jusqu'au bout? Quel conseil vous pouvez donner aux deux partis, que ce soit la DMK et le parti au pouvoir? Merci beaucoup. Merci, bien de choses à nos amis d'Azao et de la préfecture de la Baie. Oui. Merci beaucoup, monsieur Waris, pour votre question. C'est une question qui revient toujours sur le tapis. La DMK qui continue toujours pas à contester les élections, l'élection présidentielle du 22 février
2020. La Cour constitutionnelle a proclamé le président de la République, Faure Gnassingbé, gagnant. Donc, est-ce que aujourd'hui, quel conseil peut-on donner? Là, je crois que je ne peux pas, si vous suivez très bien les chaînons organisationnels des élections, il y a les CELI, il y a la CENI, il y a le ministère de l'administration territoriale, la Cour constitutionnelle qui siffle la fin. Donc, si la Cour constitutionnelle proclame les résultats, je crois que c'est la plus haute juridiction de l'État, la plus haute juridiction qui proclame les résultats. Normalement, si les choses sont bien déroulées, il ne doit pas y avoir de contestation. Si la contestation, c'est parce que quelque part, peut-être, les gens sont égratignés et ils demandent conseil, peut-être. C'est le dialogue. Non, mais en fait, vous êtes dans le pays. C'est une tradition, finalement, que les élections soient contestées. Vous êtes acteur politique. Vous m'avez dit que vous aviez fait la CPP. La CPP, oui. C'est pas nouveau ce qui se passe autour de l'élection présidentielle de 2020. Sauf que, comme je l'ai dit dans l'introduction, il n'y a plus de manifestations dans les rues, il n'y a plus de blessés. Voilà. Mais ça, par exemple, est-ce qu'il faut tourner la page? Est-ce qu'il faut oublier et mettre le cap sur ce qui nous attend devant? Mais vous savez, celui qui a la plaie, c'est lui qui sent la douleur de la plaie. Donc, je crois que la voie privilégiée aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut encore revenir à la case de départ. À la case de départ. C'est le dialogue. C'est le dialogue entre les acteurs politiques pour voir le format de gouvernement qu'on peut proposer. Cette histoire de proclamation des résultats des élections, c'est une problématique. C'est une problématique continentale. C'est pourquoi quand vous lisez la charte des partis politiques, je veux dire la charte des partis politiques, la charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections, il a été même demandé à ce qu'on instaure, chaque État instaure un cadre permanent de dialogue. Parce que les États, l'Union africaine, les gens sont conscients que chaque fois, quand il y a élection, il y a problème. Donc il faut un cadre permanent de dialogue, d'organisation de ces élections. Et les appareils organisateurs de ces élections, il faut une certaine crédibilité. La CENI, j'ai assisté en 2018 à un séminaire organisé par la Cour constitutionnelle. Ce séminaire traditionnel que la Cour constitutionnelle organise. Il y a un intervenant qui a posé la question de savoir est-ce que la question a été adressée aux représentants de la CENI. Ouvertement, ostensiblement comme ça, est-ce que votre organe, la CENI, est indépendante? Qu'est-ce que le représentant à l'époque a dit? Le représentant a dit que la CENI, franchement, n'est pas indépendante. Déjà, il y a problème. Pourquoi? Il a dit, mais chaque fois, quand la CENI veut bouger, voilà le ministère qui est là pour dire, mais il y a un problème politique que nous devons régler d'abord. Un problème politique que nous devons régler d'abord. Donc, la CENI aussi a des problèmes. La Cour constitutionnelle aussi doit être renforcée, ou soit on doit mettre des moyens nécessaires à la disposition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne doit pas être là, juste, voilà, je vais proclamer les résultats, on dit, la requête de tel est rejetée, et voilà, suffrage exprimé, et tout ça. Non, il faut que la Cour constitutionnelle aussi essaie d'envoyer des observateurs sur le terrain. Vous l'avez dit il y a un instant, il faudrait que la Cour constitutionnelle puisse jouer autrement son rôle par rapport aux les moyens. Il faut que la Cour constitutionnelle soit suffisamment dotée de moyens. Voilà. Allô? Allô, est-ce que nous avons l'auditeur? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame Messi, comment vous allez? Ça va. Ça fait un bon bout de temps. Oui, j'ai tenu à appeler. Et j'ai aussi appelé parce que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit dessus, ça ne porte jamais de fruits.
Et puis le téléphone ruine et tout le reste. Voilà. C'est pour ça que je n'appelle plus beaucoup. Vous êtes découragé? Oui. Oui, mais en fait, c'est justement le combat de notre invité du jour. Il dit qu'il ne faudrait pas se décourager. Oui, à propos, je pense que c'est un député qui est là, non? Non, en fait, il n'est pas député. Ah bon? Oui, Le président des partis? il est le président d'un nouveau parti. Un parti qui a été lancé samedi dernier. Moi, je pensais que c'était un député, c'est pour ça que je disais. Ah, enfin, Oh, je suis relou là. votre question, c'est pour un député? Oui. C'est laquelle? C'est compliqué parce que il n'y a jamais eu de réforme conséquente dans ce pays. Et puis, il y a eu plein de regroupements. Code 1, 2, Astron, CVG, FAC, CSP, C14, enfin. Et puis, on a vu des députés atterrir à l'Assemblée. Ils nous ont voté des lois uniques. Ils ont remis les mandats du régime à zéro. Je suppose que c'est parce qu'ils ont ramené le parti unique en bonne et due forme. Et puis, ils nous ont interdit de manifester. Ils ont voté ça aussi. Et pour arriver à l'Assemblée, ils ont boosté l'opposition. C'est pour ça qu'on est dans un parti unique en ce moment. Et, Non, madame, si. oui, Mais quand vous parlez de parti unique, vous parlez du Togo? je parle du Togo. Vous avez un seul parti au Togo? Le coup des législatives passées nous a ramenés dans le parti unique. C'est votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment et c'est comme ça, quoi. Ok. Et je voudrais lui dire, bon, là, c'est la 120e partie, oui, 119. 119. Mais en fait, enregistré quand même. Il est du côté du régime ou de l'opposition. Et c'est ce que je voudrais lui Bien, dire. bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé, madame. Merci. Bon, ben, je ne sais plus quoi lui dire. Ok, merci. Merci. Bon après-midi. Il y a cette question aussi qui revient. Est-ce que vous êtes un parti politique? Est-ce que vous êtes proche du pouvoir? Ou vous êtes de l'opposition? Ouais, bon, d'abord, je tiens à saluer Madame ici. J'ai toujours applaudi, admiré ses interventions. C'est elle qui intervient souvent sur, je crois que c'est sur Yana FM. Elle m'a beaucoup posé de questions, pareil. Madame ici, simplement, je voudrais vous dire que nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. C'est tout. Pas proche du pouvoir. Pas proche du pouvoir. Mais comment est-ce que vous comprenez que ce genre de questions soient souvent posées? Et puisque en réalité on a un parti qui est au pouvoir, les autres partis qui sont créés en réalité, ces partis-là doivent être normalement de l'opposition. Mais la question de savoir si ces partis sont de l'opposition ou proches du pouvoir, cette question la revient parce que parce qu'aussi il y a de la suspicion dans le pays. Oui, oui. Vous savez, quand on est de l'opposition, normalement, on ne doit pas participer au gouvernement. Donc l'opposition est là pour critiquer les actions du gouvernement. Et vous ne pouvez pas faire partie du gouvernement et critiquer les actions de ce même gouvernement. Critiquer les actions du gouvernement, puis faire des propositions, analyser et faire des propositions au gouvernement. Donc nous sommes de l'opposition, nous ne sommes pas de parti au pouvoir. Et nous venons aussi de naître fraîchement, jeunement, c'est un jeune parti. Pour répondre potablement à Madame ici, nous sommes de l'opposition. Et ça revient parce que la question revient. Dans le pays, il y a des centristes, il y a des gens qui sont proches du pouvoir, il y a de l'opposition, il y a de l'opposition modérée, etc., etc. Donc, nous sommes de l'opposition. Il y a ce commentaire de Daniel Badagonzo, sans doute qu'il doit être d'Agonivé. Quand je lis son commentaire, aller dans le vieux Agonivé, c'est délabré. Ouais. Il y a la pollution des rivières, Ouais, et il cite même, il impute cela à une structure, et puis les montagnes de bouteilles cassées qui sont là-bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Ah oui, entièrement. Je l'ai dit en amont de mon intervention. Vous avez il dit même que vos terres sont accaparées. Ah mais, absolument. Et il a été toujours droit et sec. Barabon, c'est un frère. Daniel Barabon, c'est un frère.
Et il n'a pas menti. Et globalement, les gens vont croire que les gens d'Aguenivé sont heureux. C'est la même situation que vivent les gens de Baie, les gens d'Aplaou. Hein? Aguenivé est aujourd'hui enveloppé par d'autres, par les halogènes. Quand il a des atouts, on oublie les natifs, les autochtones de ce milieu. Allez, il faut faire un tour au niveau du CMS d'Aguenivé. C'est dégueulasse. Les vieux quartiers sont délabrés. Et nous avons fait des pieds et des mains pour que ce quartier, surtout le quartier Moubi, soit assaini. Il a un projet. Il a un projet, mais on sait... mais il y a un début d'assainissement au niveau du CMS d'Aguenivé. Mais derrière, c'est le début. C'est le début. Il faut aller au fond. Il faut aller au fond, derrière le chef canton. Vous allez vous rendre à l'évidence que ce n'est pas ça. Après, si, est-ce que nous avons encore un autre auditeur? Allô? Oui, allô. Bonjour. J'avais posé une question que vous n'avez pas rassuré. C'était laquelle? Le rôle d'un député dans le pays. Le rôle d'un député. Voilà. Est-ce qu'il fait que le député a le droit de faire des enquêtes sur des sujets? Concernant la question que vous lui avez posée, concernant l'affaire pour il dit que, bon, il n'établit pas sur le fait que les députés puissent poser des enquêtes, ce qui n'est pas vraiment pour cela. Le cas-là, je dis de se prononcer. Donc, je voudrais lui demander, est-ce qu'il fait que les députés ont un rôle d'enquête dans un pays qui les affaires comme ça? Sans doute qu'il doit le savoir. En fait, je vais lui laisser la possibilité de répondre. C'est monsieur Johannes ou bien? C'est Jérôme. Jérôme qui revient encore sur sa question parce qu'il n'est pas satisfait. Monsieur Jérôme, je sais que les députés ont cette compétence d'ouvrir des enquêtes sur des affaires si sensibles comme ça. Mais ce que je dis est clair, est clair parce que je ne suis pas juriste. Une affaire qui est pendante devant une juridiction à l'échelle internationale, je ne sais pas ce qu'on peut faire à l'échelle nationale. Mais nous condamnons tout cela. Nous condamnons. Je n'applaudis pas ce qui se fait, ou ce qui se passe. Hein, je n'applaudis pas étiqueter notre pays de corruption. Je n'applaudis pas. C'est tout ce que moi je peux dire. Les députés ont le rôle, ont cette compétence, cette casquette-là d'enquêter sur des affaires si sensibles. C'est noté. Oui. Allô? Allô. Bonjour. Oui, monsieur Chéreau. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Foutonnier de Apetito. C'est où ça? Apetito, c'est dans Lyon. Derrière Sanguera, derrière les Bassito. Derrière les Bassito. Sur la voie de Mission Thomas. Ah, en fait, je ne connais pas l'endroit. Je voudrais dire, votre invité, on a posé une question que à 2 mois a gagné l'élection présidentielle, mais on a proclamé fort. Est-ce qu'il faut-il continuer? On a posé la question, il n'a pas répondu. C'est ça qui me gêne jusqu'à ce que je vous appelle. Bien, merci. Comme il a un parti politique, maintenant, si c'est toi Non, mais en fait, il a répondu à la question. Je dis, on a dit, on a fait une élection au Togo et on a proclamé celui qui n'a pas gagné. Alors que il y a un nouveau parti politique. Faut-il continuer à, si tu as gagné une autre personne là, faut-il continuer à réclamer ou bien laisser? C'est ça qu'on avait posé, mais il n'a pas répondu. Oui, monsieur cher ami Coutognon. Oui, il a répondu, il a lancé un appel à un dialogue. Oh non, ça, je ne suis pas satisfait. Mais vous n'êtes pas satisfait. Ok, je vais lui donner la possibilité de vous satisfaire. Il n'est pas satisfait, notre ami. Bon, notre ami, je ne sais pas par quelle alchimie, par quel mécanisme, il y a déjà de cela 1 an. Je ne sais pas comment le mécanisme qu'on doit utiliser pour que, selon vous, c'est Agboyume qui a gagné, pour que Agboyume prenne le pouvoir. Je ne connais pas le mécanisme. Donc c'est pourquoi moi je dis que la meilleure formule, c'est d'aller au dialogue. C'est tout. Donc si vous avez des formules à proposer, c'est le lieu de les proposer et on va les analyser. Peut-être un dernier ou un avant-dernier auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Pélé. Pelé. Oui, Pélé,
Vous êtes à l'antenne. Bonjour, notre invité. Pelé un peu Bonjour. plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, je pense que tout à l'heure, vous êtes question de savoir si vous êtes de l'opposition du pouvoir. Bon, tout ça là, ce n'est pas à vous de dire aux Togolais que si vous êtes au pouvoir ou à l'opposition. Le peuple même sait qui est de l'opposition et qui est du pouvoir avec leur RPC. Je voudrais dire que dans ce pays, on a suivi, depuis 58 qu'on a suivi à organiser les élections, le peuple veut suivre deux partis politiques jusqu'à présent. Celui qui est en troisième position est toujours en bas de 4 ou bien 5. Il n'a jamais atteint le 5. Ça veut dire que le peuple qui est en tête. Le peuple qui est de l'opposition et qui est du pouvoir. Maintenant, concernant avoir des partis politiques que vous venez de créer par exemple un nouveau parti politique, moi je vois que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est la liberté d'expression. Et que vous aussi, vous avez dit que pour changer ce pays, il faut créer un parti politique. Mais le paradoxe est où pour moi? Le Eden Kojo, donc, qui avait créé la CPP, et bien avant de créer la CPP, il y avait l'UPD. En tant qu'intellectuel, M. Eden Kojo savait qu'il y a plusieurs partis politiques et qu'il faut rassembler les partis politiques. Et il avait l'UPD, le padre de M. Francis Péton et M. Jean de Tondé là, ils ont créé un regroupement. Quand vous êtes dedans, vous, en tant qu'intellectuel, vous avez dit donc que le fait que ce regroupement-là est là, ce n'est pas bon et qu'il faut aller encore créer une parti politique pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de partis politiques dans le pays. Non. Le fait c'est que quand on parle de 119 partis politiques là, il n'y a même pas du parti politique au Togo jusqu'à présent. Parce qu'à chaque élection, quand on proclame le petit proclame le résultat, au lieu d'être en deuxième position, il choisit celui qui doit être en première position et se mettre en deuxième position. Mais le troisième est toujours très bas. Donc le peuple sait là où il va. Merci. Bien, merci. Vous avez fait carrément un commentaire sur le commentaire qui est relativement long. Je ne sais pas si vous avez eu une réaction. Il dit que le peuple sait qui est du pouvoir et le peuple sait qui est avec l'opposition. Mais le sentiment national, je crois que c'est la déception, découragement. Mais je crois que nous devons continuer la lutte. C'est le monsieur Pelé. Oui, ça peut Pelé. Monsieur Pelé. Donc, vous savez, nous sommes ouverts. Hein. On peut, du jour au lendemain, aller vers la coalition d'autres formations politiques pour pouvoir mener le débat. Nous ne disons pas que pour mener la vie politique, hein, nous ne disons pas que nous serons esselés dans la course politique. Nous sommes là pour pouvoir travailler avec les gens, surtout ceux qui partagent notre doctrine politique. Nous allons avoir votre regard sur la situation au niveau de l'opposition, puisque vous réclamez de l'opposition. L'opposition, pour certains, elle est affaiblie au sortir de la dernière élection présidentielle. Elle est presque morte pour certains. Quel est votre sentiment sur la situation de l'opposition? Bon, l'opposition est là. L'opposition togolaise est là. Du moment où les acteurs sont vivants, l'opposition est là. C'est parce qu'il y a Covid et puis temps d'urgence qu'on ne sent pas tellement les opposants. Ce que je voudrais dire à l'opposition dans son ensemble, c'est de cesser de se déchirer sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Il ne sert à rien de s'insulter ou d'insulter telle formation politique, c'est vous qui avez commis l'erreur, c'est vous qui avez fait cela. Non. Nous avons besoin d'une opposition, l'union de toute l'opposition, l'union sacrée de toute l'opposition. Tous les commentaires qui se font sur les réseaux sociaux concernant soit c'est le cas qui est étiqueté, ou soit c'est l'ANIC ou bien d'autres formations politiques. J'ai suivi sur les réseaux sociaux des commentaires sur Adi. Les gens ont fait des commentaires sur Adi, il y a eu des confrontations, des insultes. Est-ce que c'est avec ça là que nous allons construire ce pays? Je souhaite vivement que les gens terminent ce débat pour qu'on puisse véritablement penser à la réorganisation de toute l'opposition. Sinon, à l'où vont les choses, je crois que l'opposition risque de disparaître. Et surtout avec les lois qu'on est en train de voter, les syndicats seront muselés, il n'y aura pas de manifestation, ce n'est pas bien. Donc l'intérêt général du peuple est ailleurs. Ce n'est pas en s'insultant
en insultant telle formation politique, c'est vous qui avez fait et on n'a pas eu tel résultat, tout ça là, je ne crois pas que c'est la meilleure formule. Donc, j'appelle, je profite de votre plateau pour appeler l'opposition à l'union sacrée. Vous faites allusion à un certain nombre de lois et de plus en plus d'observateurs constatent qu'il y a une forme de musellement au niveau des libertés. Que dites-vous justement sur la situation des libertés fondamentales? La situation, le champ maintenant est restreint. Même vous les journalistes, si on ne fait pas attention, vous n'aurez pas tellement de liberté d'expression. Hein. Les partis politiques seront muselés, les syndicats, et cela va laisser entrevoir que on nous renvoie encore dans le parti unique, comme Madame ici vient de le dire. Donc il faut faire extrêmement attention. L'opposition, quoi qu'il en soit, l'opposition doit se retrouver, les leaders politiques doivent se retrouver et taire les divergences et mener la lutte, redémarrer la machine démocratique. Quand on s'engage dans une lutte, on n'a pas les résultats, on ne démissionne pas. Le jusqu'au-boutisme, c'est pourquoi dans mon discours de clôture, j'ai appelé l'opposition à être déterminée, à être engagée au jusqu'au-boutisme pour que les résultats escomptés soient atteints. C'est votre regard sur l'opposition du Togo. Un mot également sur le pouvoir qui est là. Il y a un an, l'actuel chef de l'État a été officiellement proclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle. Et depuis qu'il est là, il vous convainc la première année? Première année, bon, vous, Pierrot Atchoubé, est-ce que vous n'êtes pas étranger? Hein? Est-ce que le gouvernement vous convainc? Moi, j'ai mes positions pour moi. Je pose des questions. D'abord, le format du gouvernement, personnellement, on a aussi dit le format. Mais il y a une femme, par exemple, pour la première fois. Est-ce que c'est une avancée? Attendez. Le format même du gouvernement, dit que c'est un gouvernement prétorique. Le Togo, est-ce que le Togo a les moyens pour pouvoir payer tous ses ministres? Je me rappelle au moment du gouvernement de transition, les ministres étaient très peu. Très peu, on a besoin. Moi, j'aurais souhaité un gouvernement plus restreint. Un gouvernement plus restreint avec plus d'agilité, de réactivité au niveau des ministères. Bon, une femme à la tête du gouvernement, bon, je crois que c'est Madame Tomigan Dobé. Tomigan Dobé, la première, le premier ministre, c'est une femme battante. Cette femme a fait ses preuves lorsqu'elle était à la tête du ministère du Développement, la base. C'est une femme de terrain qui travaille beaucoup. Si aujourd'hui, elle peut continuer comme ça pour pouvoir impacter, et surtout le social. Il faut que le gouvernement essaie de convaincre. Un an, je crois que c'est trop tôt pour pouvoir apprécier. Mais les dernières sorties du gouvernement, et dans cette dernière sortie, on note que quand même, c'est selon le gouvernement, que la pauvreté, par exemple, a nettement reculé dans le pays. Ben, vous êtes là. Est-ce que vous, justement, vous sentez ça? Est-ce que vous la ressentez autour de vous, que cette pauvreté a reculé? Monsieur Pierrot Atchoubé, est-ce que le discours cadre avec la réalité? Bon, est-ce que la pauvreté a reculé? Bon, je ne peux pas apprécier, mais je crois que il serait trop précoce, prématuré, un an de faire un bilan à mi-parcours. On aurait pu aller à 2 ans pour voir réellement ce que le gouvernement fait. Mais il y a quand même un gouvernement qui travaille. Il a signature des papiers, etc. Il travaille. On peut pas. Bon, c'est pas facile aussi de gérer les affaires départementales. Nous allons clôturer cette émission et il nous reste quelques secondes. En un mot. En un mot, la synthèse. Ah, merci beaucoup. En un mot. En un mot. Bon, en un mot, c'est trop dit, M. Thierrot. Bon, je voudrais dire ici d'abord féliciter M. Thierrot pour la qualité du débat, les questions pertinentes que vous avez posées. Et vous remercier encore une fois la sommité de ce groupe Média, c'est ça? Média Pyramide. Et puis le PDG, grand frère Ona, saluer le peuple togolais, le peuple africain et surtout le peuple togolais. Je crois que la lutte doit continuer. La lutte doit continuer. Nous n'allons pas démissionner. On ne doit pas démissionner. Le combat démocratique, c'est une affaire durable. Ça doit durer dans le temps.
vous êtes fatigué, mais ce n'est pas le lieu de démissionner. On doit continuer. Merci beaucoup aux Docteur, auditeurs. Docteur Apla Komlan, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPDC. L'émission, elle s'achève, elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Moi, je suis Pierrot Athiobé. Dimanche prochain à 12h, Merci. je vous donne à nouveau rendez-vous. Merci. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.